Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Un candidat, un programme, émission parrainée par le Conseil supérieur de la communication. Le premier numéro reçoit pour vous le candidat indépendant Claude Aimé Tassambedo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Avec moi pour conduire cette émission, mon confrère du quotidien L'Observateur Palga, Hugues Richard Assama. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Claude Aimé Tassambedo. Bonsoir, monsieur. Claude Aimé Tassambedo, on ne peut pas vraiment dire que vous êtes le candidat le plus connu de tous ceux qui brillent de la magistrature suprême cette année. C'est donc tout naturellement que je m'en vais vous poser cette première question. Qui est Claude Aimé Tassambedo? Merci. Alors, Claude Aimé Tassambedo est né à Bobo, il a grandi à Banfora, ensuite il a fréquenté au Prytanée militaire du Kadiogo, ensuite il est allé étudier en France, il est revenu. Il a exercé comme gestionnaire des ressources humaines dans une institution publique, la Carrefour. Ensuite, il est allé à ses amours, puisque je suis universitaire. J'ai un doctorat, donc je fais donc un retour et j'enseigne à l'université. Et je suis promoteur d'un cabinet de conseil en ressources humaines, Africa Knowledge, un cabinet international. Et par ailleurs, à côté, je suis président d'une association CAP3E2S qui s'occupe de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Alors, voilà ce qu'on peut dire brièvement. Alors, spécialiste des ressources humaines, consultant, une vie tranquille, a-t-on envie de dire. Ça a été quoi le déclic pour que vous vous lancez dans la politique, pour que vous vous dites il faut que je sois candidat à l'élection présidentielle? Alors, c'est effectivement la question récurrente. Et lorsque j'ai décidé d'ailleurs de me lancer dans cette aventure, je n'ai pas trouvé une seule personne autour de moi, à commencer par mes géniteurs, qui m'ont fortement déconseillé, mais j'ai pu, d'une façon ou d'une autre, donner les raisons profondes. Et je pense que, réellement, quand on fait une analyse sur la situation socio-économique et sécuritaire du Burkina aujourd'hui, quand on est burkinabé, on a un peu froid au dos. Et moi qui suis en plus éducateur, comme vous le dites, et formateur, je suis au milieu de la jeunesse et je vois le chômage massif de cette jeunesse-là. Alors, en réalité, quand on fait le diagnostic, on n'a pas le sommeil. Surtout quand on est éducateur, quand on a des enfants, quand on est toujours au milieu de la jeunesse et on voit que rien ne change et qu'ils sont complètement désespérés. Et quelque part, on est interpellé. Alors, c'est ce qui a fait que, dans un mouvement d'ensemble avec cette population, nous avons conduit les mouvements qui nous ont conduits à l'insurrection. Et lorsque l'insurrection a abouti, on s'est dit, ouf, plus rien ne sera comme avant, avec l'espoir qu'on aura un lendemain meilleur. Mais hélas, c'est pas moi qui le dis. Vous regardez dans les rapports du RENLAC, la corruption est devenue encore pire depuis 2016. Nous aurons l'occasion de détailler. Voilà. Donc, rapidement, j'ai fait mon analyse. Je me suis dit, il faut prendre tes responsabilités. Mais comment? Parce que je vois que les autres n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont des boulets à leurs pieds. Et ces boulets-là, c'est les partis. On pourra en revenir si vous voulez. Pourquoi? Et donc, j'ai décidé d'être indépendant. Alors, expliquez-nous pourquoi. Quand on est indépendant, on a le contrôle de ses idées et de ses convictions. Et on a les chances de conduire comme on veut la direction.
sans être influencé, parce que toutes les personnes qui sont autour de vous dans les partis sont généralement des personnes avec des agendas cachés. Et après, lorsque vous arrivez à la direction, vous n'avez plus totalement le contrôle des décisions et vous pouvez être conduit à faire autre chose que ce que vous avez initialement l'intention de faire. Il faut rappeler que voilà beaucoup d'indépendants s'étaient rendus à la CENI pour déposer leur dossier de candidature. Vous êtes le seul dont le dossier n'a pas été rejeté. Et comme on le sait, les principaux obstacles à la candidature des indépendants cette année, c'était bien évidemment la question des parrainages, ensuite la caution de 25 millions. Comment vous avez réussi à surmonter ces obstacles? Exactement. C'était les deux obstacles majeurs, la caution et les parrainages. Vous savez, quand on a une ambition, on ne se réveille pas au soir de l'ambition et décider d'aller être candidat. Si vous avez une ambition, surtout celle d'être le premier Burkinabé, ça se prépare. Et vous avez les règles du jeu entre vous. Et vous savez qu'il faut une caution, qu'il faut des parrainages, ainsi de suite. Donc, il faut vous organiser pour le jeu. Et quand vous arrivez au jeu, vous êtes prêt. Vous aurez constaté que dès le lundi, j'ai été le premier, plus ou moins, à déposer, même s'il y a quelqu'un qui est venu entendre Waïbia et qui a déposé avant. Mais dès le premier jour, mes dossiers étaient complets et j'ai déposé. Maintenant, je viens à votre question. C'était deux obstacles, économiques et puis politiques. Économique, il s'agit tout simplement de se donner les moyens et de se convaincre que 25 millions n'est pas trop cher payé pour sauver un pays dont vous-même, vous risquez de vous embourber et de ne pas pouvoir profiter de vos 25 millions que vous aurez posés. Parce que comme Norbert Zongo disait, on voit un peu partout les gens qui fuient leur pays avec des baluchons. Vous croyez que c'est lointain, mais ça peut vous arriver vous-même. Donc, le sacrifice de 25 millions est un sacrifice que je trouve raisonnable pour arriver à bout de ce que je crois être une ambition pour sauver mon pays. J'ai fait le calcul rapidement. Vous les avez payés de votre poche? De ma poche. Et parce que je pense que c'est d'ailleurs ce que je voudrais dire aux jeunes. C'est un exemple que je donne aux jeunes. Je prie Dieu pour qu'à 50 ans, tout Burkinabé puisse avoir 50 millions à payer pour être candidat à la présidentielle. Il ne faut pas se donner, on fait généralement la relation entre intégrité et pauvreté. Non, il n'y a aucune relation entre l'intégrité et la pauvreté. Le cachet d'un Burkinabé compétent sur le plan international, le cachet journalier ou semestriel peut valoir ce montant-là. Et les Burkinabés ont le droit d'espérer cela parce qu'ils sont compétents. Et quand le pays t'a formé à ce niveau, et que sur le plan international, tu peux valoir une certaine capacité, je crois qu'il ne faut pas lésiner à assumer cela lorsqu'il faut le faire. Donc, j'ai trouvé que quand on fait la répartition, 25 millions, on est à peu près 22 millions, 1 franc de sacrifice par tête d'habitant. Tout ce qu'un chef d'État peut faire, au moins, c'est le minimum. De mon point de vue, ce sacrifice-là mérite d'être fait quand on veut être chef d'État. Et la question des parrainages? La question des parrainages, justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est la plus difficile. Et effectivement, les premiers jours, je me suis laissé compter par quelques relations politiques. J'ai vu tout de suite que c'était une escroquerie organisée. J'ai dit non. Vous exigez quelque chose en retour? Ah ben bien sûr, j'ai dit non. Attendez, je ne viens pas pour faire la révolution politique en commençant par des pratiques comme ça. C'est un piège à con dans lequel je ne plonge pas, moi. Et immédiatement, je crois que j'ai été un peu éclairé par le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais je me suis dit, attends, je suis universitaire et formateur. Tant de personnes sont passées devant moi. J'ai pris mon téléphone, j'appelle tel étudiant, j'appelle tel cadre que j'ai formé. J'ai dit, je suis à 0 parrainage à 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est vous, monsieur? Non, on peut vous régler ça. Je vous donne l'anecdote. Je vous assure, en 2 semaines,
s'était levé. Alors vous avez voulu éviter la politique, les partis politiques, mais vous avez eu quand même besoin de ces politiques-là pour les parrainages. Alors vous ne trouvez pas qu'au fil du temps, cela puisse vous revenir au visage? Ce n'est pas ces politiques que j'ai eues. Il y a eu d'autres types de... Il y a une autre nature de relation entre ces personnes et moi. La relation, c'est enseignant-étudiant. L'autre type de relation ne nous intéresse pas. Vous parlez de l'avantage d'être indépendant, il y a aussi quand même des inconvénients. Le fait de ne pas être attaché à la locomotive d'un parti politique, est-ce que cela n'est pas un handicap pour vous? Quand on sait que les partis politiques représentent donc une machine financière assez importante lorsqu'on brique le fauteuil présidentiel. Et surtout que jusqu'à présent, on ne nous a même pas encore donné la fameuse contribution. Vous voyez, le fameux million dont on parle partout et tout le monde vous regarde comme si on vous l'a déjà donné, mais on n'a encore rien vu. Mais je vous rassure, ce n'est pas un handicap, ça peut même être un avantage parce que je connais beaucoup de grosses machines dont la machine même constitue leur problème. Parce que vous savez, derrière ces machines-là, c'est toute une organisation de mafia qui ne m'intéresse pas. Au moins, quand j'ai une équipe de campagne constituée essentiellement de jeunes, avec quelques aînés pour cocher, ils savent qu'ils sont dans un milieu où il n'y a pas l'argent sale. Ils travaillent honnêtement et je suis certain, parce que moi quand j'étais étudiant en France, c'était au moment où la gauche n'était pas encore arrivée au pouvoir et j'étais étudiant, ça me permettait de vivre un peu et donc on avait quelques incitations pour se balader, partager les tracts et tout ça. On le faisait avec cœur, sans intérêt. Et on est arrivé à avoir un président de gauche au pouvoir parce qu'on a travaillé de façon honnête. Et tous ceux qui sont autour de moi travaillent de façon honnête et ils y croient. Alors, voilà comment ça peut être un avantage. Venons à votre programme. D'abord, une question générale. Quelle est votre vision? Alors, ça s'est résumé en quelques mots. J'ai dit restaurer la grandeur et la dignité de ce pays-là en nous réconciliant et en réactivant ce qui caractérise le Burkinabé, son intégrité et par ailleurs le travail dans la discipline. Sans ces deux facteurs conjugués, on ne peut pas avancer. Donc pour moi, c'est évident. Il faut aller dans ce sens. Donc, c'est essayer de retrouver ce pays comme on le craignait, comme on le pensait et comme on aimait les habitants de par leur intégrité et leur travail dans la discipline. Et voilà que je ne sais comment tout cela s'est passé avec l'histoire du temps, où tout le monde pense que pour avoir quelque chose, il faut dealer, il ne faut pas travailler. Personne ne veut travailler pour... Et alors on arrive à un niveau où franchement, on se demande qu'est-ce qui a pu se construire, quel homme on a pu construire pendant ces 30 années. Et pour moi, il faut déconstruire ça pour reconstruire l'homme que moi je connais, que j'ai connu et dont je crois. Vous l'avez dit, je suis gestionnaire des ressources humaines, donc véritablement, je crois à l'homme. L'homme d'abord, j'y crois et je sais que si on travaille bien sur sa psychologie, on peut atteindre des résultats. Donc voilà pourquoi j'ambitionne de reconstruire l'homme dans ce sens-là. Et je pense qu'on a toutes les chances. Ce pays est plein de potentialités. Tout ce qui reste à faire, c'est la forme de gouvernance. La reconstruction du Burkina, on sait, passe en tout cas par la paix et la sécurité. La sécurité, nous demandons la sécurité qui est le thème majeur de cette campagne-là. Et comme on le sait, la situation s'est dégradée depuis quelques années. 5 ans après, on en est toujours à nous poser certaines questions qui officiellement restent sans réponse. Qui nous attaque? Pourquoi nous attaque-t-il? Et pourquoi à ce moment-là? Quelle analyse vous, Claude et Maître Sambidou, vous faites de cette situation? Est-ce que vous avez des réponses à ces différentes questions? Très bien. Comme tout Burkinabé, je me pose des questions. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a poussé à me présenter comme candidat à la présidence de la République. Et comme je vous ai dit,
et je suis un ancien prytanne, donc quelque part, la question militaire, quelque part, m'intéresse à plus d'un titre parce que ça fait part de mon histoire. Alors, il y a plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit, il y a eu une déconstruction totale de notre système de renseignement, même si ce système de renseignement qui était là servait à un homme qui est parti. Ce qui fait que là, ça a chuté. Alors, il y a un vécu politique qui a fait que beaucoup de gens se sont fait du mal et au terme de tout cela, ils n'arrivent pas à s'asseoir ensemble pour travailler de façon cohérente, pour trouver des solutions aux choses. Et ce que je crois le plus profond, c'est le désespoir de la jeunesse. La pauvreté de cette couche, cette frange de la population qui est fragile et qui finalement est influençable. Donc quand on conjugue tous ces facteurs qui sont internes et qui ont pu naturellement jouer négativement sur le climat, ça occasionne et construit les adversaires internes. Donc vous trouvez qu'on nous attaque de l'intérieur? Ça c'est la première, le premier élément de mon raisonnement. Okay. Le deuxième élément, les adversaires externes. Nul doute, et je ne sais pas si ces déclarations ont été fondées, que lorsque le président s'est assis sur son fauteuil, il avait été concerté sur un certain pacte antérieur et il a eu à réagir selon sa philosophie politique. Ces frustrations de ces individus qui ne sont pas forcément de bonne moralité viennent se conjuguer à la situation interne. Donc ce cocktail-là fait que notre terrorisme est particulier. Il y a des adversaires. Si vous avez été à la place du président actuel, vous aurez accepté ce deal entre groupes qu'on vous a proposé? J'aurais traité autrement. J'aurais traité autrement. Comment? Et en les raisonnant dans le temps et en ne parlant pas publiquement, parce que la diplomatie aussi, ça fait partie des grands enjeux du monde. Il y a des choses qui peuvent se traiter très bien quand on n'en parle pas publiquement. Cela revient à négocier? Pas à négocier, à ne pas dévoiler. Vous voyez, quand vous voulez, même en question d'éducation, quand vous voulez éduquer quelqu'un, quand vous le parlez publiquement, c'est autre chose que quand vous l'appelez à côté et vous lui donnez la même réponse que ce que vous lui avez dit publiquement. Donc quand on dit publiquement que ces personnes sont mauvaises, ainsi de suite, et qu'on n'a pas ceci, cela, on aurait pu traiter autrement, parce que ce n'est pas comme ça que cela doit se faire. On aurait pu rester ferme, mais en étant dans la dimension d'un chef d'État. Que cela ne soit pas dans les couloirs que tout le monde peut entendre. Et ce qui fait que ton adversaire se renforce dans l'adversité, et il n'accepte pas. Parce que c'est comme si c'est une humiliation. D'une manière générale, quelle serait votre solution pour remédier à ce problème qui nous ronge depuis des années maintenant? Elle est très simple. La première, c'est essayer d'avoir une victoire militaire. Et je vous assure que lorsque le phénomène asymétrique est arrivé, nos militaires n'étaient pas suffisamment préparés pour cela. Aujourd'hui, je pense, comme tout apprentissage, ils ont commencé à comprendre certains mécanismes de fonctionnement de l'adversaire. C'est essayer de renforcer cette armée-là. Ils ont commencé à reconstituer le renseignement. C'est de renforcer davantage le renseignement parce que le nombre de morts, si je me rappelle, c'était autour de 229 en 2020. Ça a diminué cette année. Donc, c'est renforcer ce renseignement-là qu'ils ont déjà commencé à replacer, à reconstituer et de renforcer un peu le mécanisme de l'armée de l'air. Je crois à la surveillance aérienne et donc on peut arriver à avoir une victoire militaire. Maintenant, en analysant les causes, vous savez que la victoire militaire seule n'était pas, le problème n'était pas seulement que militaire. Il y a un problème
sociologique qui est là par derrière. Ça veut dire que si on ne commence pas à trouver la solution au problème de la misère de la jeunesse, on va continuer toujours à exploiter cette jeunesse. Et vous savez, en tant que consultant, on travaille avec d'autres consultants. J'ai des consultants spécialisés qui nous ramènent des résultats où ils captent parfois ces jeunes qui sont dans une pauvreté extrême. Ils les amènent dans des hôtels, ils leur montrent un peu comment, et ils déconstruisent leur mécanisme mental et ils font un lavage de cerveau pour les capter et les utiliser. Donc, quelque part, comme je l'ai dit, en conjuguant la résolution des problèmes de la jeunesse, on va trouver, par ailleurs, dans le temps, cette solution-là. Et vous savez bien qu'au finish, quelle que soit la victoire, il faut aller à la table du dialogue. Donc, la négociation, alors? Non, pas la négociation, mais pas la capitulation. Quand on a fini de gagner, on met de nouvelles formes de coopération régionale. Parce que vous savez que c'est régional. Donc, il faut connaître les adversaires. Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que si on résout, si on gagne la guerre, on a connu les adversaires. Parce qu'on a là, on a deux adversaires. Je vous ai dit interne, la situation socio-politique dont on sait qui peut être résolue. Et maintenant, les adversaires externes qu'on peut progressivement, je vous ai dit que notre armée est de plus en plus aguerrie. Et finalement, si on n'arrive pas, si on arrive à les dompter, on peut mettre en place un mécanisme. Vous savez, les gens rendent les armes, ils disent qu'ils ne font plus, ils avouent, on signe des accords mais pas dans la négociation, pour que ça ne se reprenne plus. Mais s'il n'y a pas d'accord, vous voyez ce qui se passe. Donc, à la fin, il faut signer des accords qui ne les permettent plus de s'engager sous cette forme de combat à visage caché. Mais pas la capitulation, je précise, après avoir eu une victoire militaire sur eux. C'est important. On sait que l'une des stratégies de l'exécutif, justement pour améliorer les choses sur le terrain, ça a été le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie. Ces volontaires-là, selon certaines informations qu'on reçoit du front, ont permis d'améliorer, en tout cas conséquemment, les choses. Quand certains, en tout cas, saluent leur mérite, d'autres pointent du doigt d'éventuelles exactions qu'ils auraient commises. Finalement, les VDP, une bonne ou une mauvaise solution face au terrorisme? Ça, c'était pas mon point de vue. Mon point de vue est que ce n'était pas une bonne solution. Pourquoi? Alors que ces VDP-là semblent produire un bon résultat sur le terrain. Oui, c'est vrai, mais on aurait pu organiser autrement parce qu'il y avait des anciens militaires, il y avait qui n'étaient pas suffisamment âgés, je me rappelle à la guerre Mali-Burkina en son temps, on a fait appel à des anciens militaires, des anciens qui avaient quand même quelques maîtrises, mais beaucoup ont subi vraiment, il y a eu beaucoup de pertes de vie dues à la non-maîtrise de l'arme, ou en tout cas la formation était un peu éphémère. J'ai trouvé que, moi c'est mon point de vue, c'est mon analyse, on pouvait faire appel à des anciens militaires. Beaucoup de militaires radiés? Les militaires radiés, vous voyez qu'on peut trouver la solution. Je suis pour, par contre de ce côté, je suis pour la négociation des questions qui n'étaient pas liées à des crimes, mais plutôt à des révoltes. Ça, c'est résolvable. N'importe qui peut se lever et ne pas être content dans une situation, mais ça c'est résolvable. Mais ceux qui sont les crimes, il faut toujours les punir, sinon c'est des mauvais exemples. Mais si c'est les révoltés ou qui se sont trompés dans des revendications qui ne devraient pas être celui du corps militaire, on peut négocier sur ces questions-là et puis les réutiliser. Je pense que ça peut apaiser. Il y a une façon de gérer. On peut gérer par la justice, mais on peut gérer par le pardon aussi. Certaines fautes que l'on estime qui ne sont pas dans l'ordre du crime, pour que d'autres s'en inspirent pour faire pire demain. Alors, Claude Aimé Tassambedo, venons à une question qui vous est chère, la réconciliation nationale. Et c'est dit dans votre projet de société que vous organiserez, si je cite, les bases sociales et juridiques de la réconciliation nationale. Fin de citation. Concrètement, quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour favoriser la réconciliation nationale une fois qu'on vous confiera les clés de COSIAM? Alors, juridique, c'est simple. C'est de s'inspirer
c'est de mettre en place des tribunaux spéciaux, en discutant bien sûr avec le Conseil supérieur de la magistrature pour faire voir la faisabilité, pour que cela respecte les normes du droit. Donc, de mettre immédiatement en place des tribunaux spéciaux en s'inspirant des TPR de l'époque et vider tout le contentieux économique, le crime économique qui est là et qui perdure. C'est d'ailleurs ça. Économique seulement? Politique, je vais trouver la solution tout de suite. Je parle d'économique d'abord. Économique d'abord. Okay. Économique d'abord. Parce que ça, c'est clair. Ils en ont fait d'ailleurs un rapport à l'Assemblée de la transition. On connaît, on a déjà fait un travail préalable sur ces crimes économiques-là. C'est de vider ces crimes économiques-là courageusement. Vous voyez, il faut le courage aujourd'hui dans la direction de l'État. C'est ce qu'il faut. C'est pour cela que je dis une gouvernance vertueuse. Il faut vider ce contentieux-là immédiatement dans un bref délai. Parce que ça pose deux problèmes évidents. Des gens qui sont aigris, révoltés, fâchés, parce qu'ils ont été pillés, et d'autres qui se baladent, qui ne sont pas jugés, l'impunité et qui donnent de mauvais exemples. Un jeune étudiant me disait une fois, mais monsieur, vous savez ce que vous dites d'être juste. On regarde les gens, ils bouffent, leurs arrière-petits-enfants boufferaient même, on ne fait rien. Écoutez, on va gâter le pays là ensemble. Donc, s'il n'y a pas d'impunité, s'il y a de l'impunité, si on ne juge pas, personne n'est content. Même ceux qui n'ont pas été là-dedans, ils ne sont pas contents. Donc, il faut régler ce problème. Et j'ai dit que il faut connaître la vérité. C'est la vérité qui construit la justice et la justice qui construit la paix. On ne peut pas ne pas juger ça. Les crimes politiques, j'ai toujours dit qu'il y a deux majeurs qui freinent actuellement, qui freinent vraiment le bon décollage du Burkina. C'est l'affaire Thomas Sankara et c'est l'affaire Norbert Zongo. Là, je vais m'adresser au président Blaise Compaoré personnellement. En burkinabé. Je vais lui dire, cher aîné, tu as gouverné ce pays-là 27 ans. Tu as travaillé. Tu es en train de te balader dans le monde. Viens nous dire la vérité sur le décès de ton ami. Pour que le Burkina soit libéré de cela. Et toi-même apaiser ta conscience. Parce que tu as un âge aujourd'hui. En tout cas, tu tires vers la fin. Il faut venir t'apaiser et libérer un peuple. Et tu peux sortir grand. C'est la seule condition pour faire un deuil national de cet assassinat-là? Ça va y contribuer beaucoup, de mon point de vue. Et en même temps de convaincre ton petit frère sur l'autre volet. Et lorsqu'on aura résolu ces gros crimes, il y a beaucoup de crimes qui y sont liés politiquement. Et on va conjuguer les deux éléments. Et je pense que le Burkina peut avoir la chance d'être réconcilié. Vous êtes en train de parler d'une forme de justice traditionnelle ou bien c'est la justice classique qu'on connaît? Alors, sur les dossiers de crimes économiques, c'est la justice classique, il faut qu'elle l'applique. Hein. Si tu as volé, il faut rembourser, sinon on te sanctionne à la hauteur des... Maintenant l'autre, effectivement, c'est assez particulier. C'est une forme de pardon qu'on peut donner à partir d'un comportement. Mais pas, je trouve que ça sera, dans l'armée on dit, un militaire se nourrit de son honneur. Pour un capitaine de son envergure, je pense qu'il doit être un peu plus en train d'aller vers l'honneur et en tout cas vers la dignité dans ce que je lui propose. Donc on peut imaginer certains exilés, à commencer par le plus illicite d'entre eux, Blaise Compaoré, de venir demander pardon et circuler librement et jouir de leur retraite, on a envie de dire. Il ne circulera pas librement. Il viendra être traité puisqu'il va venir dire la vérité. Il faut qu'il paye. Et quelle peut être la conséquence de ça? Ah ben, comme vous venez de le dire, quand tu as été à l'origine d'un assassinat, ah ben, il faut que tu sois jugé. Il faut que tu sois jugé. Alors, et maintenant, si tu es jugé, à un moment donné, comme je l'ai dit, pour l'intérêt national,
On peut gracier, mais il faut payer avant. Aucun crime, aucun acte injuste, un homme ne doit poser. S'il ne paye pas, les conséquences sont désastreuses pour le futur. Alors, mais il faut qu'il ait le courage de venir payer. Monsieur Claude Aimé Tassambedo, quelles sont vos priorités en la matière? Alors, moi, j'ai dit une chose. J'ai dit l'économie sociale. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Vous voyez, j'aime pas les chiffres. J'aime pas les chiffres. L'économie des chiffres et qui ne se ressent pas dans le panier de la ménagère là. Moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Quand on me parle de cette économie là, ça me irrite beaucoup. Donc, je vous dis, aujourd'hui, rien ne va. Pourquoi? Parce que le pays est mal géré. Il faut commencer par là. Il faut commencer par mettre en place une gouvernance vertueuse. C'est ce à quoi j'aspire. La gouvernance vertueuse, ça veut dire quoi? Vous voyez? Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Comment le non-respect d'aucune règle de jeu sur le plan de la transparence, aucune règle de jeu sur le plan de l'accès aux fonctions, aucune règle n'est respectée. Donc, une politisation générale de l'administration. J'étais en train d'écouter curieusement, et c'est un peu fortuitement avant de venir ici, j'écoutais le chef de l'État, Tolérance, qui passait à un programme il y a quelques années, qui disait tolérance zéro à la corruption, au favoritisme. Après, on se rend compte qu'il y a des nominations qui ne respectent même pas les règles qu'on doit mettre en place pour faire ces nominations. Donc, c'est dépoussiérer d'abord et faire respecter le mécanisme de fonctionnement de tout le système économique de ce pays-là. Vous savez, il y a eu une grande dame qui est passée ici, qui a essayé de faire un nettoyage. Je crois que c'est l'une d'entre elles seulement qui est allée ailleurs, parce que ça ne concordait pas avec la corruption qui est devenue vraiment la pire des choses. Donc il faut débarrasser le fonctionnement de l'économie de cela d'abord. Ça, c'est la première chose à faire. Justement, dans votre programme, vous prévoyez la création d'un ministère chargé de l'éthique et de l'efficacité gouvernementale. Voilà. Quel serait le rôle de ce ministère-là? Ça ne vous a pas échappé. Tout à fait. Très bien. Alors, justement, ça montre mon attachement à la forme rwandaise de la gestion à un niveau gouvernemental de ces questions-là. Parce que confier ça à une structure comme la SE, ou la qui n'a aucune action directement sur, j'allais dire, les fautifs, on n'a pas fait un travail d'amont. En amont, c'est ce que j'ai demandé. On fait un travail en amont. Le ministère est chargé, en amont, de gérer, de faire respecter les dispositions réglementaires. Moi qui suis dans le privé, vous arrivez, on vous demande, pour faire un appel d'offres, vous arrivez, dans tous les ministères, le processus est différent. Comment vous pouvez comprendre ça? On vous demande une pièce ici, dans un autre ministère, on vous demande une autre pièce. La formule de paiement, on vous demande ça ici, on demande 4 pièces en moins de l'autre côté. Il y a un désordre qui donne l'impression que ce pays, c'est la maison de quelqu'un, et puis tout se passe comme si nous ne sommes pas dans une démocratie respectable. Donc, toutes ces questions-là doivent être traitées par ce ministère-là de façon rigoureuse. Donc, en amont, et j'ai dit des audits annuels du fonctionnement de toutes les structures d'État que ce ministère gère, et s'ils en détectent avant, ils transmettent à ces structures, la SE, dont je vais renforcer les missions pour qu'ils puissent saisir les tribunaux. Des missions de saisie. Il faut renforcer leurs missions. Que ça ne soit pas au niveau seulement de constater, de transmettre les dossiers. Et vous voyez, le H-Crown, ça fait 5 ans, aucun contentieux n'est sorti. Là, vous parlez de la corruption et de la malgouvernance d'une manière générale. Claude Aimé Tassambedo à COSIAM, comment est-ce que le citoyen lambda va sentir les fruits de la croissance, s'il y a croissance? Ben, ça sera l'évidence. S'il y a croissance, comment il va le sentir? C'est d'abord
par le vécu, tout ce qui sera transformationnel, ça veut dire trouver de l'emploi à la jeunesse. Parce qu'une fois c'est bien, le mécanisme est bien géré, je prends les fonds qu'on donne aux jeunes. C'est pas pour que les jeunes se développent. C'est pour se donner bonne conscience et se débarrasser des jeunes. Vous avez faim, vous n'avez pas un franc, on vous donne 400 000 sur un projet qu'on a aidé à monter. Et on sait tous les jours comment ça se fait. Il y a des personnes adultes qui s'asseyent, qui traitent 4-5 projets, ils donnent à 10-15 jeunes, ils les finissent, ils vont prendre les fonds, ils viennent, ils lui rétribuent et les 2 ou 3% et le reste, ils s'en... Et puis, ça y est là. Je demande qu'on fasse un bilan de ces fonds-là. Donc, on va réutiliser ces fonds-là autrement. J'ai dit de mettre des jeunes ensemble. Et j'ai dit, c'est pour ça il y a l'intergénérationnel, c'est de les organiser, de mettre ces fonds ensemble et au lieu de les disperser, secteur informel, secteur... Parce qu'on veut nommer des petits directeurs partout. Non, c'est de mettre ces fonds ensemble, d'inciter les jeunes à la construction et au montage de projets, ce que j'appelle des projets pilotes, incubateurs, avec des aînés que j'encourage à partir un peu plus tôt et qui ont la maîtrise du système de gestion, d'organisation, et qui vont coacher ces jeunes à travers des entreprises qui sont en accord avec le marché actuel. Si vous avez remarqué aussi, j'ai mis le ministère chargé de la téléphonie. J'ai ajouté téléphonie quelque part, parce que ce sont des choses qu'il faut commencer à régler. En tout cas, la téléphonie, je ne pense pas qu'ils auraient la paix. L'économie numérique, vous voyez. C'est derrière, c'est ce que je vois derrière l'économie numérique. Et les entreprises aujourd'hui numériques, et que l'on peut... Mais ça ne fonctionne pas du tout là-bas. Et je pense qu'il faut mettre un peu d'ordre là-bas pour que ça puisse inciter à créer ce type d'entreprises qui vont naturellement améliorer le quotidien du Burkinabé. La redistribution de la croissance a aussi réduit ces inégalités en tout cas qui sont nombreuses dans notre pays, notamment les inégalités hommes-femmes, des inégalités entre habitants des villes et inégalités entre habitants des campagnes. Comment allez-vous résorber en tout cas ces inégalités-là? Tout à fait. Il y a quelque chose qui a commencé à être fait, qu'il ne faut pas... Tout n'est pas mauvais. C'est-à-dire la question des salaires qu'ils ont commencé à traiter, c'est une bonne chose. Personnellement, j'adhère. La remise à plat. La remise à plat. J'y adhère personnellement. Vous n'avez pas peur du courroux des syndicats? Oh, j'y adhère parce que les syndicats n'ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Je suis manager des ressources humaines et les syndicats sont mes partenaires quotidiens. D'ailleurs, dans ma méthodologie de gouvernance, j'ai dit qu'ils reviendront au premier plan. C'est avec eux que je vais travailler surtout pour transformer le pays. Comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait partout. Ce n'est pas ce syndicalisme vraiment de confrontation. On ne leur donne pas véritablement leur place. J'ai travaillé comme manager des ressources humaines et les syndicats m'ont toujours donné les solutions à mes problèmes. On a travaillé toujours en notre intelligence. Ce sont des personnes qu'il faut replacer au premier plan et parce qu'ils savent les réalités. Je suis pour la démocratie directe. En m'inspirant du livre de Kadhafi. La démocratie directe, il faut éviter la démocratie représentative où quelqu'un ne vient pas pour parler des autres, mais que de parler de lui-même. Donc, au moins, les syndicats parlent pour les autres et on peut discuter et trouver un terrain d'entente. Mettre à place, ça ne veut pas dire qu'on va désavantager une fonction par rapport à une autre fonction. C'est pour arriver à l'équilibre dont vous dites, mais approcher dans un esprit de générosité. Mais pas un esprit d'aigreur. Position sur la question. Alors, l'or est devenu depuis quelques années le premier produit d'exportation du Burkina. La plupart des sociétés minières sont entre les mains d'étrangers. Alors, ce qui fait dire que nous ne profitons pas assez de nos ressources naturelles. Alors, êtes-vous de cet avis-là? Je suis de cet avis et je peux vous en donner un exemple. Je vais vous ajouter une petite anecdote. Moi, comme je suis enseignant, éducateur, formateur, c'est souvent certains responsables qui passent sous mon enseignement et avec lesquels des confidences ou des confessions passent. Alors, vous voyez, comment on peut demander souvent à des agents de contrôle qui sont sur les sites miniers d'être pris en charge par les sites miniers? Vous comprenez quelque chose dans ça? Regardez cette première contradiction.
Est-ce que ça, c'est un contrôle? La deuxième, ça, excusez-moi, j'ai signé le pacte de bonne conduite, mais on a des affaires sur la table aujourd'hui, avec suffisamment d'éléments qui auraient pu nécessiter, c'est ce que j'appelle un peu la dignité, qui aurait pu nécessiter que quelqu'un se mette à la disposition de la justice au moins pour un peu laver son honneur, si ce sont des supputations ou si ce sont des accusations. C'est l'or. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où on nationalise beaucoup de sociétés minières? Ça va être difficile d'y arriver immédiatement parce qu'il faut beaucoup de moyens et il faut anticiper par la formation pour que nous ayons les ressources humaines nécessaires. Moi qui suis gestionnaire des ressources humaines, le drame souvent, c'est qu'on met l'investissement avant la formation des hommes. Et quand l'investissement arrive, il n'y a pas de schéma directeur de ressources humaines capable de supporter l'investissement. Et chaque fois, c'est des échecs. Toujours en matière économique, Claude Aimé Tassambedo, vous promettez de réécrire la politique fiscale du Burkina si vous êtes élu au soir du 22 novembre. Qu'est-ce que vous mettez dans cette réforme de la fiscalité burkinabé que vous voulez engager? Vraiment, c'est faciliter un peu la création des entreprises. Je vous donne un exemple précis. Vous créez une entreprise comme nous on le fait, souvent ces entreprises de formation, avant même la fin de l'année, on vous envoie on vous dit de commencer à payer. Je vous donne un exemple, au minimum 300 000 pour une entreprise qui commence à fonctionner. Parfois, tu n'as même pas, à ta première année de fonctionnement, un seul marché, mais il faut payer. Je pense quand même que l'État ne doit pas être une structure qui, quelque part, ne favorise pas l'émergence du secteur privé. Je pense que l'effort doit être un peu conjugué. C'est-à-dire, c'est de mettre une fiscalité qui va permettre les entreprises et, comme cela se fait dans tous les pays émergents, et c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emploi en réalité. Ce n'est pas l'État. Donc c'est un aménagement qui va permettre aux entreprises d'être compétitives dans ce qu'ils font. Un autre problème lié, c'est le problème de la dette intérieure. On sait qu'aujourd'hui, l'État doit des millions, sinon des milliards aux entreprises privées. Quelles mesures, en tout cas, fortes allez-vous prendre une fois à Koussiam? Ça va vous surprendre. Mais je lisais dans Transparency International, le niveau de détournement et le niveau des pertes suffit de payer 60 à 65% déjà de cette dette interne. Donc vous voyez que c'est la question de la gouvernance. J'y reviens, mais c'est ça, une gouvernance vertueuse, il n'y a pas de déperdition d'argent, et ça c'est absorbé. Les gens ne comprennent pas qu'il faut arriver à mettre en place un système qui profite aux autres et qui te profite toi-même, dans une totale transparence. C'est ce qu'on appelle la gouvernance vertueuse. La bonne gouvernance, c'est faire en sorte que l'acte qu'on pose soit un acte qui va dans le respect du bien public. Vous voyez comment vous pouvez comprendre. On a des histoires, là encore, il y a des anecdotes, des milliards qu'on trouve dans des domiciles et après, les personnes circulent tranquillement. Il y a un problème. Ça ne devrait pas. Est-ce qu'on ne peut pas payer quelqu'un avec ces... Il n'y en a que 2 qu'on a trouvés et bon, peut-être qu'il y en a plus. On pouvait utiliser en dégraissant certaines formes de fonctionnement, on peut trouver de l'argent quelque part pour résoudre cette dette interne, de mon point de vue. Alors, parlons d'agriculture. Quelle sera votre politique en la matière quand on sait que le secteur occupe une grande majorité des Burkinabés? Absolument. C'est de remettre en place le système des coopératives, comme je l'ai décrit dans mon programme. C'est de m'inspirer, vous allez me dire, c'est de m'inspirer de la période révolutionnaire. J'en suis un des fruits. Nous avons eu la chance d'être des étudiants sous Thomas Sankara. On a vu, on a travaillé comment. C'est juste, on ne va pas tout inventer. La roue ne s'invente. Mais il faut bien faire ce qu'on a déjà vu.
Et comme le président Kagame dit, il est venu tout prendre au Burkina et faire fonctionner correctement chez lui. Et nous, on regarde ça, c'est juste dépoussiérer ce mécanisme de coopérative, mécaniser, parce que, et essayer de faire en sorte que le régionaliser en fonction des potentialités de chaque région. Mais c'est ce qui est déjà fait avec les pôles de croissance. Exactement, c'est de mieux gérer déjà ça. Et on verra quand même des solutions. Voilà, il y a des choses qui sont déjà faites à ce niveau, c'est de les améliorer. Allons à présent culture, un secteur qui est souvent relégué au second plan dans les différents programmes des candidats. Aimé Claude Tassambedo à COSIAM, quelle place allez-vous accorder à ce secteur? Ouais. Qui est vecteur de développement, il faut le dire. Oui, c'est vrai, mais qui n'est pas facile quand même à manager. Parce que c'est le lieu de l'indépendance, c'est comme moi-même qui ne suis pas facile à manager. L'esprit d'indépendance n'est pas facile à manager au niveau de la culture. Je pense que ce secteur souffre à peu près du même syndrome dont souffre la consultance au Burkina. C'est-à-dire que quand vous amenez votre dossier, on vous dit faites cette étude et vous dites que ça coûte 10 millions, on ne peut pas comprendre que l'intellect peut coûter 10 millions et on dit non, il faut ramener ça à 1 million parce que qu'est-ce que tu fais même? En fait, la création a un coût. Il faut pouvoir à ce niveau-là déjà reconstruire une forme de mentalité pour essayer de replacer mon programme, comme je l'ai dit, vous pouvez le dire, de replacer un peu les hommes de culture à leur niveau. Mais pour le moment, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de mieux structurer ce qu'on a et qu'on tente de faire avec vraiment la promotion des écoles de formation pour qu'on arrive à avoir aussi des artistes professionnels. Et ça va commencer à changer les choses, je pense. Qu'en sera-t-il dans le domaine du sport, qui est également un domaine très important, créateur d'emplois et de revenus? C'est vrai, le sport, il faut le réorganiser en recommençant, surtout en rééquilibrant les sources de financement. Je suis quelqu'un qui ne suis pas pour le... Vraiment, vous voyez, il n'y a que quand on parle de sport, vous ne voyez que le football. C'est-à-dire, on met des milliards dans un secteur, on finit par pourrir le secteur et ça nuit aux autres secteurs qui sont, c'est ici de remettre en place, de savoir que le sport, ce n'est pas que le football, c'est de restructurer, de remettre en place, de redistribuer et de donner une nouvelle culture sur le sport. Et en ce moment, je crois qu'on peut arriver à ajuster les choses à ce niveau et on va éviter de tuer les autres sports en favorisant tout simplement une seule maison qui est celle du football. Okay. Parlons santé à présent. Claude Aimé Tassambedo, quelle serait votre offre politique en matière de santé une fois les clés de COSIAM en main? Là encore, il n'y a pas beaucoup d'invention, c'est d'améliorer. Je l'ai dit, c'est un centre de santé, un village, comme on l'a fait sous la Révolution. C'est d'améliorer ça, c'est d'essayer de rendre ça effectif par la contribution des populations, mais qui voient le retour. Lorsqu'ils contribuent, ils voient le retour. Parce que on nous demandait de contribuer, mais on voyait la traçabilité. C'est pour cela que je dis de rendre compte toujours par, il y a des institutions déjà en place, la Cour des comptes doit toujours rendre compte publiquement de ce qu'on a fait de l'argent du contribuable. Et en amont, c'est former. Nous n'avons pas de spécialistes, suffisamment de médecins qu'il faut former. Il faut faire la formation, il faut anticiper. J'ai dit de renforcer les ressources humaines, la double dimension, les plateaux techniques et puis les ressources humaines. Est-ce que vous allez par exemple maintenir la gratuité des soins pour les femmes enceintes ainsi que les enfants de 0 à 5 ans, qui est l'une des mesures phares du pouvoir actuel? Qui est l'une des mesures phares et qui n'est pas respectée sur le terrain. Mais c'est une très bonne idée. il faut l'améliorer.
Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Il faut déjà faire appliquer. Je vous donne une blague, parce qu'il y a une femme qui est venue me dire une fois, quand ils arrivent, on dit, oui, c'est parce qu'il y a la gratuité de soins que tu viens tous les jours nous aborder ici. Vous voyez, il faut aussi former et puis changer l'esprit des gens à ce niveau-là. Donc je crois qu'il faut améliorer, il faut maintenir. Et elle me répond finalement pour dire que, mais au fond, il n'y a rien même. En réalité, on ne donne rien. C'est une petite... un petit médicament qu'on te donne quelque part et après vraiment il n'y a pas grand chose. Donc je pense que c'est quand même, il ne faut pas, quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Okay. Voilà. En matière d'accès à l'eau potable et l'assainissement, des acquis ont été également engrangés, mais le défi reste entier, notamment pour mettre fin à la corvée d'eau, améliorer l'assainissement en milieu urbain comme en milieu rural. Que proposez-vous pour résorber ces multiples problèmes-là? C'est vrai, j'ai fait des propositions. Hein, vous l'avez lu, le système des bosquets et autres. Voilà, ça se fait dans le monde et ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas. J'étais choqué lorsque je passais dans un village une fois et je vois le seul, bon, là où on peut faire les seules toilettes qu'il y avait, c'est marqué don du Japon. Un village sur la route de Tankoro. C'est don du Japon. Non, c'est pas sérieux. Le Japon ne peut pas venir se soucier sur la route et donner des toilettes alors que nous-mêmes on en a besoin. Et si vous regardez, l'ONEA favorise. Mais vous voyez que c'est posé, hein, les dalles là, personne ne vient en prendre en fait en réalité. Donc il faut améliorer un peu la culture aussi de l'hygiène et de la propriété du Burkinabé. Ça aussi c'est, il faut conjuguer les investissements, mais il faut conjuguer ça un peu à la culture de l'hygiène et de la propriété. Pratiquement vers la fin de l'émission, il nous reste pratiquement moins de 10 minutes. Alors venons au foncier Hugues Sama. Oui, le foncier qui est une question aussi centrale et qui pour beaucoup constitue une bombe qui menace d'exploser sur nos têtes à tout moment. Comment Claude Tassambédo compte désamorcer cette bombe-là, notamment en épurant le passif foncier? Non, ça c'est un dossier encore qui dort. Vous savez, le Parlement a produit notamment des rapports en tout cas qui sont dans les tiroirs. Qui sont dans les tiroirs. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est ça. Hein? Le président de Gaulle disait, pour faire avancer un pays, il faut l'intelligence et le courage. L'intelligence seule ne suffit pas, le courage seul ne suffit pas. Il faut conjuguer les deux. Il faut un courage politique. Les dossiers dorment dans les tiroirs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on ne peut pas les traiter. Et si on ne peut pas les traiter, je vais vous dire, les gens ici souffrent vraiment d'un problème de relation à l'argent sale. Dans ce pays-là, les gens souffrent d'un problème. Je ne vais plus le pouvoir. Ça veut dire concrètement pour pouvoir désamorcer. C'est de sortir, comme votre collègue l'a dit tout à l'heure, sortir ces dossiers qui sont là, c'est traité. On a fait des diagnostics, on sait ce qu'il faut faire. Il faut le faire. Puisque c'est ce que je dis, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Les dossiers sont là. On ne va pas. La gouvernance, comme je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, mais il faut le faire. Et les gens ne peuvent pas le faire. Pourquoi? C'est tout l'intérêt de ma candidature. Des gens qui font partie d'un problème ne peuvent pas être les solutions de ce problème-là. Ceux qui sont là font partie du problème que le Burkina connaît aujourd'hui. Ils sont dans tous les problèmes. Ils ne peuvent pas en être la solution. Je suis la solution parce que je ne suis dans aucun problème. C'est pour cela que j'ai pris mes responsabilités. Je me suis dit, et toutes les personnes qui viennent à toi, c'est des gens qui ont des histoires politiques qui vont te mettre en difficulté un jour si toutefois tu voudrais aller au bout de ces questions-là. Le foncier, ça, il faut traiter ce doute. Les débats sont là-dessus tout le temps. Je vois à la télé, avec le ministre, il est en difficulté tous les jours lorsqu'il est face au... Mais il est là. Et tout le monde sait ce qui se passe. Je ne dirai pas ce que tout le monde sait, parce que ce n'est pas mon option. Je parle de mon projet, c'est de mettre un terme à cela. Okay. En une minute, comment faire pour que chaque Burkinabé qui aspire à un logement décent ait un logement décent au Burkina? Alors, en une minute, ça va être difficile. Nous sommes pratiquement à la fin de j'ai compris justement. 5 minutes. 5 minutes justement, oui. Mais en 5 minutes, tout ce qui se conçoit aisément s'énonce clairement. On peut le dire. C'est pour dire que c'est une longue histoire. Il faut réformer
la manière dont nous concevons l'habitat ici. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas avoir une parcelle. Il faudra qu'on commence à concevoir le mécanisme de l'habitat en hauteur. Mais sinon, tout le monde ne pourra pas. Est-ce que vous allez intégrer les sociétés immobilières dont le rôle est décrié dans cette politique? Les sociétés immobilières. Ah non, ça dit que la terre, on dit, ça appartient à l'État. Donc, vous ne pouvez pas confier à des privés. Le privé fonctionne comment? Pour ses intérêts. C'est évident. Et les intérêts du privé ne sont pas les intérêts de la population. C'est l'État qui est garant des intérêts de la population. Maintenant, s'ils veulent utiliser le privé, ils l'utilisent dans l'exécution, mais pas dans la conception ni l'orientation. Ce n'est pas possible. En tout cas, de mon point de vue. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut séparer, mais il faut contrôler. L'État doit revenir dans son rôle régalien. Mais pour pouvoir exercer convenablement, il faut que ceux qui gèrent l'État soient vraiment, j'allais dire, pas sains, mais irréprochables sur un certain nombre de dossiers pour pouvoir prendre des décisions et puis arriver vraiment à conduire le pays dans la direction que je souhaite. Alors votre programme, on l'a parcouru, on n'a pas vu de chiffres. Alors combien tout cela va coûter? Tout. Parce que c'est très simple. Si vous avez vu mon programme, c'est quoi? Il n'y a pas de chiffres. Pourquoi? Le programme fait 18 pages, il faut le dire. Pourquoi? Parce que j'ai simplifié pour que tout le monde comprenne et travailler dans les ministères. Parce qu'avec le même budget, avec une bonne gouvernance, j'atteins un meilleur résultat. C'est l'esprit de mon projet. Donc il ne fallait pas aller chercher avec 2000 milliards. On réorganise l'intérieur. Je vous ai toujours donné tous les exemples ici, comme il y a des perditions sur ces fonds. Donc c'est le sens de mon projet. Sauf que l'éducation, j'ai envie de varier un peu ça sur 40% du budget. Mais qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Je ne veux pas être un menteur. Je vous ai dit que je me méfie des chiffres. Pourquoi? Parce que tu peux faire et tu arrives, tu trouves ce que tu n'as pas pensé trouver. J'ai dit que je fais un audit immédiatement quand j'arrive. Il faut que je trouve ce que je trouve là-bas avant de pouvoir évoluer objectivement. Parce qu'il ne faut pas mentir. Aujourd'hui, là, je ne veux pas qu'on mente. Je ne veux pas qu'on me mente. Je ne veux pas mentir à quelqu'un. Donc, je reste dans le budget alloué en faisant autrement pour atteindre de bien meilleurs résultats. Et vous allez voir, c'est avec les idées qu'on décolle. Dans les pays qui avancent, c'est les idées qu'on finance. Ce n'est pas autre chose. Alors nous sommes à plus d'une semaine de la campagne électorale. Quelle évaluation de votre capital sympathie aujourd'hui? Franchement, il est difficile d'apprécier ce que les gens pensent de vous. Mais partout où je passe, après, j'ai quelques retours qui me mettent le baume au cœur. Seulement, la question qui revient toujours, vraiment docteur, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que les gens se sont suffisamment détachés de l'argent? Voilà la question qui me revient tout le temps. Et avez-vous la réponse? Et je crois en l'homme. Peut-être une déformation professionnelle, mais je crois en l'homme. Je crois profondément que l'homme peut décider. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Jusqu'à ce que je me trompe. Mais je crois. Professeur, pratiquement à la fin de cette édition, une dernière petite question succinctement. Dans l'éventualité d'un second tour entre la majorité et l'opposition, en tant que candidat indépendant, vous pencherez pour quel parti? Non, j'ai donné ma réponse dans les interviews passées. J'ai dit, et je répète, le bulletin de vote, c'est comme une cartouche qu'on remet à quelqu'un. Une cartouche. Donc c'est très dangereux de remettre une cartouche à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance, parce qu'il ne peut que l'utiliser pour t'assassiner. Je voterai blanc et je dirai à ceux qui m'ont voté de choisir librement. Vous savez, je ne suis allé ni dans la mouvance, ni dans l'opposition, ni dans ce qu'ils appellent non-alliés ou quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis que je suis indépendant. Et tous ceux qui
fût l'indépendant, choisiront indépendamment et librement, en toute conscience. Ce sont vos derniers mots. Merci de vous être prêtés au jeu. À vous, téléspectateurs de la RTB, merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec une autre équipe et bien sûr avec un autre candidat. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.